La vie est une lutte pour tout le monde, à n'importe quel niveau. On peut perdre son pays, on peut perdre ses êtres chers, on peut perdre sa position, ses positions, mais il ne faut pas perdre sa propre dignité. Merci tout d'abord d'être ici ce soir, parce que vous êtes très discrète et rare à la télévision. Alors je vais vous appeler madame, c'est cela, comme tous les Français. Oui. Et Farah Diba, parce que les Français vous appellent finalement par votre nom de jeune fille. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous que l'on vous appelle Farah Diba? Farah Diba, à mon avis, était accompagnée avec une sorte de tendresse, de sympathie, je trouve, de familiarité. Je voudrais revenir sur tout votre parcours, un parcours exceptionnel. Vous étiez donc cette jeune étudiante en architecture à Paris, 20 ans à peu près. Oui. Comment votre destin a basculé? C'était un rêve, vous y pensiez, devenir un jour reine et impératrice? Je n'y pensais pas vraiment. Quand on écrivait dans les journaux que le Shah est en train de chercher une épouse et on lui présentait des jeunes filles iraniennes et autres, et mes camarades plaisantaient avec moi, ils me disaient « Pourquoi pas toi? Tu es mignonne, tu n'es pas mal. » Et puis ils me disaient « Bon, si tu deviens reine d'Iran, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis « Bien sûr, je vais vous inviter. » Enfin, on plaisantait. Et bon, c'est arrivé, bien sûr. C'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie. Parce que vous n'étiez pas issue de l'aristocratie, ni d'une famille noble. Donc famille ancienne, certes. Une famille ancienne, quand même, oui, mais de toute façon, dans nos traditions, en Iran, c'était pas obligé que le roi épouse, disons, la famille royale. C'est un vrai coup de foudre où vous avez été impressionnée? Non, vous savez, la première fois que j'ai vu le roi de très près, j'étais très fière, très heureuse, parce que dans la famille, on était tous monarchistes, on aimait le roi, on l'admirait. Et après, c'est après quand je suis retournée en Iran pour les vacances, quand il est arrivé, quand je suis allée chez sa fille qui m'avait invitée, quand il est arrivé, bien sûr, j'étais très émue, je ne m'attendais pas à voir le roi. Et puis après, je me suis dit, bon, il est venu voir sa fille. Et petit à petit, les conversations, les sorties, cet amour de la citoyenne envers son roi est devenu l'amour d'une femme pour un homme. Donc, en fait, c'est un amour qui s'est construit. C'est ça que vous êtes en train de dire, plus qu'un coup de foudre. Parce qu'en préparant l'émission, j'ai réalisé que vous aviez plus de 20 ans d'écart. 19 ans. 19 ans. Oui. C'était aussi l'image, d'abord, d'un roi, vous dites. Est-ce qu'il remplaçait un peu l'image paternelle? Vous expliquez que votre père a disparu, vous aviez 11 ans. Et mais moi, je devais avoir 9 ans. Petite, et vous n'avez su qu'il était mort qu'à l'âge de 17 ans. Vous a caché sa mort. Oui, c'est-à-dire, je l'ai appris, mais c'était la mentalité de ces moments-là, de cacher la mort d'un être si cher, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Mais je ne pense pas que c'était disons, le roi n'était pas pour moi, il ne remplaçait pas le père, mais il avait quand même, disons, vraiment une gentillesse, une compréhension, une patience incroyable. Je me souviens quand le roi m'a demandé en mariage, une des premières choses qu'il m'a dit, il a dit, quand tu deviendras reine, il faut que tu serves le peuple iranien, tes compatriotes. Et pour moi, c'était très normal. J'étais élevée dans le scoutisme, service aux autres et tout ça. Mais je ne pouvais pas, bien sûr, imaginer l'échelle des devoirs. C'est amusant comme vous en parlez. D'ailleurs, on a le sentiment que c'est presque un mariage patriotique, si je puis dire. C'est un mélange. Plus qu'un mariage d'amour. C'est oui. D'ailleurs, vous dites que vous avez dit oui à son amour et au destin exceptionnel qu'implique cet amour. C'était ça aussi, mais pour servir le pays. Ce sentiment de patriotisme, je pense, est dans les Iraniens, dans beaucoup d'Iraniens. Et ça reste, heureusement, aujourd'hui. J'imagine que vous avez vécu aussi quelques années quand même d'attente, un peu d'angoisse, puisque quand vous êtes marié, donc le Shah avait été déjà marié 2 fois, on sait qu'il s'est séparé de Soraya parce qu'il n'y avait pas d'enfants, donc il attendait de vous non seulement des enfants, mais un fils, un héritier. Non donc, seulement lui, mais toute la population. Toute la population. Est-ce qu'il y avait ce poids sur vous, vous disant si j'échoue, vous savez, je n'y ai pas tellement me séparer. Je dois avouer que, disons,
Un mois après mon mariage, quand j'ai vu que je n'attends pas encore un enfant, ça m'a étonnée. Mais bon, c'est arrivé le 2e mois, alors ça n'a pas duré longtemps. Et quand le prince héritier est né, quand j'ai vu la joie de mon mari et la joie de toute la population. Parce que des roses étaient envoyées sur Téhéran par des avions. Oui, et puis les gens étaient dehors. À ce moment-là, j'ai dit, mon Dieu, si j'avais eu une fille, quelle déception pour tout le monde. Mais je n'ai pas senti vraiment de pression. L'incidence sur votre vie de famille. Vous dites souvent que vous n'étiez pas une famille normale. On avait des moments de normalité dans la vie privée, mais quand on voit le prince héritier qui devait, à l'âge de 3 ans, bien se comporter, aller dans les stadiums, rencontrer des jeunes, se comporter bien. Reza, votre fils aîné. Oui. Donc il n'a pas été élevé comme vos autres enfants. Reza a été élevé pour avoir ses devoirs en tant que prince héritier pour prendre la suite. C'est pour ça qu'on lui a fait une école à l'intérieur du palais pour qu'il soit élevé un peu comme tous les autres. Avec le recul, il y a eu votre sacre en tant qu'impératrice, régente, les fêtes en 71 de Persépolis absolument incroyables, colossales, le monde entier réuni là-bas dans un débordement, un faste insensé qui a été d'ailleurs beaucoup décrié. On aurait pu s'organiser mieux, mais on fêtait une fois, après 2500 ans, l'histoire de l'Iran. Maintenant, on dépense des millions pour faire connaître un pays. Et c'est dommage, c'est dommage. Je dis, si on avait fait ça plus intelligemment, on n'aurait pas attiré tellement de critiques. Le Shah était vivement critiqué. Et vous avez quand même, pendant en tout cas un certain temps, été assez épargné. Vous étiez adulé des médias. Vous suscitiez autant d'enthousiasme, enfin plus même que Jackie Kennedy, Lady Di, pour comparer un peu. Mais vous savez, j'avais le beau rôle. Je ne prenais pas les décisions difficiles, je ne prenais pas les décisions désagréables. Mais comment vous justifiez quand même toute cette période donc appelée tyrannique, un peu despotique, avec la police politique secrète du Shah? Ça vous dérange, vous, d'avoir à assumer ça maintenant? Disons, c'est vrai que l'Iran n'était pas une démocratie comme les vraies démocraties du monde. Mais il faut voir aussi qu'on ne peut pas devenir une démocratie à l'européenne du jour au lendemain. Il faut du temps. Quand il y a eu l'émancipation de la femme, ceux qui étaient contre disaient « oui, le Shah s'occidentalise ». Il a occidentalisé la société. Je me dis aujourd'hui, s'il y avait une chose de négatif il y a 28 ans, il y a 1000 à côté durant ce régime. Bien. Si vous vous souciez des prisonniers politiques au temps du Shah, où êtes-vous, grand écrivain, journaliste, intellectuel, politicien aujourd'hui pour les prisonniers politiques en Iran, pour les femmes qu'on lapide? Et refaites la même chose. Faites la même chose que vous avez fait pour le droit de l'homme pendant la période du Shah. Quand vous vous rappelez le 16 janvier 1979, il y a un jour qui reste inscrit dans votre tête à jamais, vous avez dû quitter l'Iran à la suite de la révolution islamique. Vous dites « J'ai le sentiment d'avoir tout perdu, mes enfants, mes amis, mon pays. J'aurais préféré mourir dans mon pays plutôt que d'entreprendre cette errance. Où nous conduira-t-elle » C'est ce que vous dites sur le moment. Oui, sur le moment. Mais après, il faut continuer la vie. Quand vous êtes parti aussi, est-ce que vous êtes dit « Je vais revenir » Vous saviez que c'était la dernière fois, en tout cas pour l'instant? Non, je ne pensais pas que c'était la dernière fois, vraiment. Je pensais qu'on allait peut-être revenir sans trop y croire non plus. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'a été l'histoire des débuts d'années d'exil. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Avec toujours cette envie, comme le dit votre fils, le but ultime, évidemment, retourner sur cette terre d'Iran? C'est normal, c'est le sentiment de tous les Iraniens. Comme je l'ai dit, c'est vraiment être en exil, c'est dur, malgré que je suis quand même dans des pays où je suis proche de leur culture, de leur langue, où j'ai des amis. Mais ce n'est pas mon sol, ce n'est pas mon pays. Et surtout, de voir la situation du pays dans lequel il se trouve. Mais ce qui veut dire que vous, votre fils Reza, qui entre-temps est devenu roi en exil, vous vous tenez prêt?
C'est-à-dire, vous espérez un jour être appelé? Vous y croyez? On n'y croit pas vraiment. Ce que je crois en plus, enfin plus que tout, et aussi mon fils Reza, il s'est battu pendant des années, c'est pour la liberté et la démocratie en Iran et un système laïque. La fin du fanatisme, l'intégrité territoriale de l'Iran. Et le jour où l'Iran sera libre, c'est aux Iraniens de choisir le système qu'ils veulent. Le temps passant, vous vous sentez de moins en moins iranienne ou de plus en plus iranienne? Puisque vous vivez, on l'a vu, entre les États-Unis et la France. Est-ce que vous vous sentez parfois un peu américaine, un peu française, un peu sans patrie? Non, je pense que tout à fait iranienne. On ne change pas. De toute façon, à mon âge, on reste toujours iranienne. Et surtout que du matin au soir, vraiment presque, on ne pense qu'à l'Iran, on ne parle que de l'Iran. Les petits enfants aussi, je leur parle, mais peut-être pas assez, autant que je le voudrais. Qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande, disons, où je vivais, ce que je faisais. Et une fois, je me souviens, Nour me demandait, elle avait 8 ans. Elle m'a dit, pourquoi on ne peut pas retourner en Iran? J'ai dit, bon, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il a dit, il n'y a pas moyen de leur parler. C'est-à-dire, ça leur manque. Bien qu'elles sont nées aux États-Unis, mais ça leur manque. Elles ne comprennent pas. Quand vos petits-enfants vous parlent, qu'est-ce qui vous fait le plus chaud au cœur? Ce qui m'amuse, c'est qu'elles disent que tu es une grand-mère cool. Cool, elles vous disent. Vous ressentez justement cool? Et j'essaie de rester cool. Quelle mère vous avez pu être? Est-ce que vous avez donc pu élever vos enfants? Malheureusement, je ne sais pas si je me culpabilise, mais c'est un peu la situation de toutes les femmes qui travaillent. J'ai quand même été avec mes enfants proches dans beaucoup d'occasions, mais peut-être pas assez proches que si je n'avais pas eu le métier que j'avais. Ils vous en parlent? Parfois, ils m'en parlent, mais très gentiment, ils me disent que parce que tu faisais ton devoir, c'était ton métier. Donc ça, ils l'ont compris. Il y a quelques années, votre fille Léla, qui avait une trentaine d'années, est décédée à Londres, dans un hôtel de Londres. Vous dites seule, et vous en parlez très rarement. Vous l'avez juste écrit. Parce que c'est très dur. J'imagine. Pour chaque parent, vous savez, la perte d'un enfant, on peut jamais oublier. Et c'est normal que tout le jour j'y pense. Et je me dis, j'aurais pu peut-être faire ceci, cela, et après je me dis, bon, c'est fini, on ne peut pas retourner en arrière. Et il faut aller de l'avant pour les autres enfants, pour les petits-enfants. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser parce que Léla était une fille tellement intelligente, tellement belle, tellement sociable. Et elle avait tellement de projets, et tellement l'amour de la vie. Alors que peut-être ma fille aînée, mon autre garçon sont beaucoup plus réservés. Elle voulait sortir, elle voulait faire des tas de choses, elle voulait faire des... Elle avait des tas de projets, mais je dis peut-être aussi... Qu'est-ce qui lui manquait? Parce que vous dites que c'est à cause de son malheur d'enfant qu'elle traînait comme un fardeau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être parce que la perte de son pays, la perte de son père, et puis dans la situation dont nous avons été toutes ces années, de l'exil au début surtout, nous d'un côté, les enfants de l'autre, leur entourage, ce qu'elle entendait dire sur son père... Vous pensez que c'est pour tout cela qu'elle ne supportait pas de vivre, dans le fond? C'est pour ça qu'elle elle a rencontré des amis qui n'étaient pas de bons amis, qui lui ont prescrit des tranquillisants, des somnifères qui sont parfois pires que la drogue. Comment vous avez résisté à tout ce qui vous est arrivé? Parce que la perte de Léla, c'est il y a quelques années seulement. Il y a eu avant, donc 1 an après l'exil, la perte de votre mari et tout cet exil. Hein. Vous savez, bon, c'est maintenant 28 ans à passer, mais il fallait tenir. Je tenais pour mon mari qui était malade, pour mes enfants, pour tous les compatriotes qui croyaient en nous et pour ma propre dignité. Mais il fallait tenir parce que
est-ce que c'est pour survivre? Ou bien il fallait se tirer une balle dans la tête, ou bien il fallait continuer. Et, vous y avez pensé? Il y avait des moments où je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus et c'était très, très, très dur. Mais vous savez, toute ma vie, je me suis dit, la vie est une lutte pour tout le monde à n'importe quel niveau. On peut perdre son pays, on peut perdre ses êtres chers, on peut perdre sa position, ses positions, mais il ne faut pas perdre sa propre dignité, il ne faut pas perdre de l'histoire. Franchement, je me compare à tant de millions de gens aujourd'hui dans le monde qui ont tellement de souffrances. Et je remercie le ciel pour tous les jours, pour tout ce que j'ai encore de positif dans ma vie. Et je pense que c'est notre devoir d'être humain de ne pas abandonner, mais surtout ne pas laisser ce plaisir à ceux qui ont remplacé la position que nous avions en Iran. Ça, c'est important. Ça s'appelle comment? L'orgueil? Quoi que ce soit, c'est bien que ce soit l'orgueil ou une Iranienne forte, la tête haute. La tête haute. Et si je suis là, si je parle aujourd'hui avec vous et que les gens m'entendent, je ne me donne pas le droit d'être négatif. Il faut rester positif. Et vous avez la même vision pour l'Iran, pour le futur? Vraiment, j'aimerais que le monde, parce que c'est important que le monde soutienne la voix des Iraniens à l'intérieur de l'Iran qui veulent la liberté et la démocratie. L'Iran va renaître de ses cendres et je suis sûre que la lumière vaincra les ténèbres. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous, que l'histoire retienne de vous? Ça devient prétentieux si je dis. Dites. D'ailleurs, je répète ce que les gens m'ont dit, que alors, pour beaucoup, que j'ai été un exemple de force, de courage, que je n'ai pas abandonné malgré les difficultés de la vie, et que j'ai été quelqu'un, en tant que reine, proche de mes compatriotes. Et je pense que c'est quand même pas mal si on dit ça. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.